C'est l'heure à présent de notre quart d'heure thématique avec Benjamin Louvet, gérant matières premières chez Ophi Asset Management. Bonjour Benjamin Louvet. Bonjour Nicolas. Alors on va évoquer ensemble le sujet des matières premières, et la matière première d'actualité aujourd'hui, c'est le pétrole, notamment avec le pétrole qui continue sa progression, $71 environ pour le baril de Brent, le WTI à $68 en réaction à la décision de l'OPEP+ de maintenir du coup une décision qui date d'avril dernier, mais maintenir une augmentation progressive de sa production jusqu'à juillet. Et d'ailleurs, on note que on n'en a pas dit plus durant la réunion. On attend pour la suite. Oui, on attend pour la suite parce qu'on est quand même dans une grosse incertitude encore. Il y a plusieurs sujets. Les deux sujets majeurs du moment. Après, il y a un sujet plus long terme, mais les deux sujets majeurs du moment. Le premier, c'est le retour de l'Iran. Les négociations sont en cours, mais on pense que ça viendra plutôt en fin d'année, pas avant le Q3 et même possiblement un petit peu plus que ça, même si le pétrole iranien est en partie déjà revenu sur le marché, donc c'est un peu intégré. L'Iran qui vend à la Chine, du coup, c'est oui, le seul client potentiel aujourd'hui. Notamment, officiellement en tout cas. Officiellement, ouais, c'est ça. Des clients principaux. Ça, c'est le premier sujet. Et puis après, il y a la reprise économique. Comment on sort de la crise du Covid? Et pour l'instant, l'Arabie Saoudite, l'OPEP et l'OPEP+, partent sur un calendrier qui semble laisser penser que rien n'a vraiment changé par rapport au mois dernier. Et donc, on prévoit une remontée progressive de la production. Il faut savoir qu'on rentre dans une période importante, qui est la période de l'été, qui peut, de façon un peu surprenante pour certaines personnes, qui s'avère être en fait la période où on consomme le plus de pétrole. D'accord. Et donc, il faut remettre du pétrole sur les marchés. C'est ce qu'on appelle la driving season, notamment, où il y a beaucoup de personnes qui partent en vacances, qui augmentent la consommation. Bon, après, il reste encore la question du trafic aérien. Comment il va pouvoir reprendre? Est-ce que on va encore cette année avoir des vacances un peu particulières, ou est-ce que le trafic aérien repart un petit peu? C'est le cas aux États-Unis, c'est le cas dans d'autres zones géographiques. Donc, il y a une politique prudente de l'OPEP, mais l'OPEP est aux manettes et remet le pétrole, je dirais, au compte-gouttes sur le marché de façon à maintenir des niveaux de prix élevés. La question qui va se poser très rapidement maintenant, et qui est un vrai sujet, pour savoir si le prix du pétrole va continuer à monter ou pas, si on rentre effectivement dans une dynamique positive avec des vaccins qui produisent leurs effets et donc une économie qui repart, c'est ce manque d'investissement qui était déjà criant avant le début de la crise sanitaire, qui s'est encore aggravé pendant la crise sanitaire, qui est encore aggravé par les pressions qu'on voit sur un certain nombre de compagnies pétrolières pour réduire le recours aux énergies fossiles, et qui pourrait bizarrement nous amener dans une situation où on va manquer de pétrole parce qu'on met la pression très tôt à ces entreprises, alors qu'en fait, on n'est pas encore totalement prêt à remplacer le pétrole et les énergies fossiles dans beaucoup de domaines, notamment dans le transport. Parce qu'il y a effectivement eu un rapport donc, de l'Agence internationale de l'énergie, mais l'horizon est à 2050. Alors effectivement, une chute d'utilisation de 75% du pétrole. Et ce que vous dites, c'est que finalement, il faut se poser la question dès aujourd'hui de l'avenir du pétrole à court terme, finalement, parce que préparer la sortie en 2050, ça veut dire qu'on pourrait en avoir beaucoup moins, même s'il y a des réserves dès aujourd'hui, enfin, ou très prochainement. Très rapidement. Alors déjà, l'Agence internationale de l'énergie va plus loin que ça. C'est-à-dire qu'elle dit moins 75% en 2050, mais elle dit que pour elle, il faut dès maintenant arrêter les investissements dans l'exploration et arrêter l'investissement dans des champs pétroliers non encore développés. L'Arabie Saoudite a indiqué aujourd'hui qu'elle n'était pas d'accord avec ce point de vue. J'aurais un avis assez mitigé. Il va falloir qu'on réduise la consommation de pétrole, c'est une évidence. Mais le pétrole est une matière première un peu particulière. Dans une mine, vous creusez, vous sortez du minerai, vous extrayez du minerai. La densité peut diminuer, mais vous augmentez la quantité de minerai que vous traitez, vous avez plus de métaux. Donc tout va bien. Dans un puits de pétrole, c'est une poche qui se trouve sous la terre. Vous plantez une paille dedans, il y a de la pression dans cette poche, donc le pétrole remonte dans la paille. Au fur et à mesure que vous enlevez du pétrole de la poche, la pression diminue et donc il y a moins de pétrole qui remonte. Ce que je viens de vous décrire, c'est ce qu'on appelle le facteur de déplétion. Et ce facteur de déplétion, il est de l'ordre de 6% par an. Ce qui veut dire que si on arrête tout investissement, la production de pétrole va baisser naturellement de 6% par an. Est-ce qu'aujourd'hui, on a mis en place les mesures nécessaires pour pouvoir accepter une baisse de la production de pétrole de 6% par an? Je n'en suis pas convaincu. Ce qui va aussi poser la question, et qui est une question qui est posée par l'Agence internationale de l'énergie. Par quoi on remplace? Au-delà de ça, de légiférer. Il va y avoir un rôle politique important
parce qu'aujourd'hui, c'est aussi difficile d'aller dire à une entreprise comme Total ou comme Shell ou autre d'aller arrêter son métier de base si ce métier n'est pas considéré comme, entre guillemets, illégal. Donc il va falloir donner un cadre législatif beaucoup plus fort si on veut vraiment voir les sociétés pétrolières mettre les bouchées doubles sur leur transformation. Un certain nombre d'entre elles le font. Total est en train de se développer, qui est devenu Total Énergie et qui se développe vers les énergies renouvelables. Mais peut-être qu'il faudra aller plus vite. Et pour ça, le rôle du législatif est extrêmement important. Et alors, on peut se poser la question aussi, donc effectivement, moins de pétrole, mais pas moins d'énergie pour autant. Comment, du coup, on remplace et par quoi ? Alors, pas moins d'énergie, oui et non. Dans le rapport de l'Agence internationale de l'énergie, donc on le rappelle, qu'il y a un rapport qui vise la neutralité en 2050, qui est la condition donnée par le GIEC si on veut rester sous les 1,5 degré de réchauffement en 2100. Et donc, dans ce rapport, l'Agence internationale de l'énergie table sur des progrès d'efficacité énergétique de l'ordre de 4% par an, ce qui est très élevé dès maintenant, sachant que sur les 20 dernières années, on a fait 1,3% en moyenne par an, donc bien moins. Donc c'est assez difficile. Mais donc on table sur une baisse de la consommation énergétique. Et après, par quoi remplacer ? L'Agence internationale de l'énergie répond très simplement par beaucoup de renouvelables, dans lequel il y a de l'hydraulique et aussi beaucoup de solaire et d'éolien. Il faut multiplier par 5 les capacités solaires installées chaque année, d'après le rapport de l'AIE, multiplié par 4 les capacités éoliennes installées chaque année. Bien sûr. Et donc ça aura des conséquences sur d'autres matières premières, oui, parce les métaux. Il faut les construire, les panneaux solaires, et il faut bâtir les éoliennes, par exemple. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, on ne fait pas de l'énergie avec du vent ou avec du soleil. On fait de l'énergie avec un transformateur qui va transformer l'énergie du vent ou du soleil en énergie utilisable, en électricité, de fait. Et donc c'est vers ça qu'il faut migrer, et il faut franchement accélérer si on veut pouvoir tenir les objectifs climat qu'on s'est donnés. Et là, on parle de quelle matière première, du coup, quand on veut faire de l'éolien ou du solaire ? On parle, j'imagine, du béton pour l'éolien. Oui, alors, on parle du béton. Après, la pression, et c'est mentionné aussi dans le rapport de l'Agence internationale de l'énergie, il mentionne que pour arriver à tenir nos objectifs, ils estiment que la consommation de métaux va être multipliée par 7 entre aujourd'hui et 2030. Sur 9 ans, on va multiplier par 7 la consommation de métaux. Je vous donne juste un élément de référence. Pour construire une mine, à partir du moment où on décide de la construction de la mine, il faut entre 6 et 8 ans. Donc ça veut dire que le challenge est absolument considérable. Il va falloir accélérer sur le recyclage. Il va falloir essayer d'optimiser l'utilisation de ces métaux. Alors vous disiez quels métaux ? Dans les panneaux solaires, on utilise beaucoup d'aluminium pour les cadres des panneaux solaires. On utilise de l'argent. En 2020, on a installé 130 gigawatts de capacité solaire dans le monde. Ça a consommé 3142 tonnes d'argent. Parce que l'argent est un très bon conducteur d'électricité, donc on l'utilise dans les panneaux. 3142 tonnes, c'est 13% de la production mondiale d'argent. L'AIE, il faut multiplier par 5 les installations solaires chaque année. Vous voyez l'impact que ça a sur le marché de l'argent. Oui, dans une éolienne, vous avez entre 950 kg et 5 tonnes de cuivre en fonction de la taille de l'éolienne. Donc vous voyez la pression que ça peut mettre sur le marché du cuivre. Donc on est en train de transformer notre dépendance aux énergies fossiles, quelque part en une dépendance aux métaux, et ça c'est un vrai sujet, parce que c'est aussi un sujet éminemment politique, parce qu'on a bâti toute notre géopolitique autour des questions des énergies fossiles, et pas du tout autour des métaux. Et les pays qui produisent des métaux ne sont pas les pays qui produisent des énergies fossiles. Donc il va falloir repenser aussi notre politique à ce niveau-là. Au niveau des métaux, il nous reste 2 minutes 45 à peu près pour échanger justement sur les métaux. Il y a les métaux, il y a les métaux précieux. Ouais. Là, si on revient du coup sur les marchés financiers, on voit l'or, par exemple, l'or qui a été délaissé entre guillemets pendant les mois qui nous ont précédés. Alors peut-être que parce qu'il y avait de la croissance sur les marchés financiers. D'autres diraient que c'était aussi parce qu'il y avait des investisseurs qui allaient plus sur les crypto-monnaies que sur l'or, qui est cette valeur refuge. Pour autant, à fin mars, l'once d'or $1 700, actuellement $1 900. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que finalement, on s'en éloigne pas tant que ça de l'or ? L'or est un métal qui n'a pas de rendement. Donc pour beaucoup d'investisseurs financiers, il manque d'intérêt parce que il ne vous donne pas ni un dividende, ni un coupon comme une obligation, ni un dividende comme une action, ni un loyer comme de l'immobilier. Donc il manque d'intérêt. Donc l'or retrouve de l'intérêt auprès des investisseurs quand les taux d'intérêt réels sont faibles. Les taux d'intérêt réels sont faibles quand on a une crise économique, parce que les banques centrales baissent très vite les taux. Quand on a une surchauffe économique, généralement des périodes de forte croissance avec de l'inflation. Et donc aujourd'hui, on sort d'une crise économique. On n'est pas encore complètement
persuadé d'en être sorti. Mais on a Et des tensions inflationnistes. on craint des tensions inflationnistes. Et moi, je pense que ces tensions inflationnistes sont aujourd'hui sous-estimées à cause notamment du caractère inflationniste de la transition énergétique que j'évoquais juste avant. Et donc aujourd'hui, l'or retrouve de ce fait-là de l'intérêt pour les portefeuilles parce qu'il n'est pas du tout exclu que les taux d'intérêt réels restent faibles. En plus, on a un endettement très massif des États qui rend très difficile de remonter des taux d'intérêt réels pour les États compte tenu du besoin du financement de leur dette. Et de manière plus générale, c'est vrai que la hausse des prix des matières premières est un sujet assez récurrent ces dernières semaines. Les entreprises en parlent régulièrement pour expliquer des hausses de prix ou autres. Là, si on reparle des métaux, donc qui progressent aujourd'hui, on est d'accord qu'on n'est pas encore demain, enfin dans ce que vous décrivez aujourd'hui, ces pressions inflationnistes ou en tout cas cette hausse des prix des métaux qui en lien avec la transition énergétique. Ça peut venir très vite parce que ce que souligne par exemple le rapport de l'Agence internationale de l'énergie qu'on évoquait tout à l'heure, c'est qu'il ne nous reste plus beaucoup de temps pour mettre en œuvre les mesures nécessaires au respect de l'accord de Paris et à la limitation du réchauffement climatique à 1,5 degré. Donc ils disent grosso modo qu'on a jusqu'à 2025. Donc c'est maintenant, après ce sera trop tard. Et ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que les conséquences de ne rien faire sont bien plus coûteuses et bien plus dévastatrices que les conséquences de faire quelque chose. Ça va coûter cher, mais en fait, on n'a pas d'option. Et donc, les tensions sur ces métaux peuvent apparaître très vite dans les mois et dans les années qui viennent, parce que l'hydrogène, c'est beaucoup de métal, l'éolien, c'est beaucoup de métal, le solaire, c'est beaucoup de métal, et que, comme je le disais, l'Agence internationale de l'énergie résume tout ça en disant x7 sur la consommation de métaux sur les 10 prochaines années. C'est pas dans très longtemps, c'est à partir de maintenant et sur les 10 prochaines années. Donc ça commence maintenant. Donc le futur de l'or noir, finalement, c'est le métal. Le futur de l'or noir, c'est le métal. Certains disent que copper is the new oil. Voilà, donc le cuivre et le nouveau pétrole. Merci beaucoup Benjamin Louvet. Je rappelle que vous êtes gérant matières premières chez Ophi Asset Management. Merci à vous également de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous dès demain en direct à 12h30 pour Smart Bourse.